mon nom est Ethan Clark. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie était un monument au travail acharné et à la stabilité. J'ai 36 ans et je possède ma propre entreprise de réparation. Du moment où mon réveil hurle à 5 heures du matin jusqu'à ce que je verrouille ma camionnette le soir, mon monde est fait de labeur honnête. La morsure d'une clé sur un tuyau rouillé, le bourdonnement satisfaisant d'une nouvelle unité de chauffage, ventilation et climatisation, le claquement net d'une connexion de fil. J'ai bâti tout ça à partir de rien. Mon père était un ouvrier d'usine qui a perdu son emploi quand l'usine a fermé. Ma mère était une serveuse qui n'a jamais cessé de s'inquiéter des factures. Je m'étais juré de ne jamais vivre comme ça. Je voulais construire quelque chose de si solide, de si inébranlable que cela pourrait résister à n'importe quelle tempête. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Madison. Elle était au barbecue d'un ami, riant dans une robe d'été, et elle semblait voir l'homme derrière les mains tachées de graisse. Elle appréciait mon ambition, mes longues heures de travail, mes plans pour l'avenir. Elle était belle, tout en sourires éclatants et en esprit vif. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et nous nous sommes mariés. Quelques mois après le mariage, elle a quitté son emploi de réceptionniste. Je veux me concentrer sur le fait de faire de notre maison un foyer, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas remis sa décision en question. Nous gagnons assez avec mon seul revenu, et l'idée de rentrer à la maison et de retrouver une femme qui pouvait se concentrer sur les petites choses me semblait être la récompense pour toutes mes années de labeur. En surface, notre mariage était une pelouse parfaitement entretenue. Nous parlions d'enfants, de notre avenir, de vacances que nous ne prendrions jamais. Mais c'étaient les routines qui nous liaient vraiment. Une chorégraphie silencieuse d'une vie vécue côte à côte. Je travaillais 10 ou 12 heures par jour, et quand je rentrais, elle avait préparé quelque chose pour le dîner, soit cuisiné, soit commandé. Nos conversations étaient brèves, portant sur les futilités de la journée. L'intimité physique s'était réduite à presque rien, mais je me disais que c'était normal. La vie se met simplement en travers du chemin. Elle semblait contente, et c'était tout ce qui comptait pour moi. J'étais content aussi. Notre maison était l'incarnation physique de ma réussite. C'était une modeste maison de 3 chambres dans un quartier de banlieue tranquille, le genre d'endroit où les gens connaissent vraiment leurs voisins. Chaque centimètre de cette maison faisait partie de moi. J'avais refait tout le système électrique, arraché et reconstruit les armoires de la cuisine, et verni les parquets moi-même. C'était mon royaume, ma preuve que j'avais défié mon passé. Mais au cours des 6 derniers mois, une petite fissure insidieuse était apparue dans les fondations. Madison est devenue accro à son téléphone, gardant toujours l'écran hors de ma vue. Quand elle répondait à des textos, son sourire n'était pas pour moi. Il était pour l'écran. Elle a commencé à s'habiller davantage, non pas pour nos rares soirées en amoureux, mais pour ses courses et ses cours de yoga. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait de ses journées, ses réponses devenaient vagues et distraites, comme si elle me disait ce qu'elle pensait que je voulais entendre. J'ai refoulé tout ça, mettant la faute sur ma propre fatigue. Je lui faisais confiance. Ne pas lui faire confiance aurait signifié admettre que la vie que j'avais construite était un mensonge, et c'était une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. J'aurais dû écouter mon instinct. Car l'après-midi suivant, mon monde entier allait s'effondrer sur le parking d'un hôtel. J'ai reçu un appel professionnel pour une réparation d'urgence dans un hôtel-boutique récemment ouvert en centre-ville, un travail qui allait briser l'illusion dans laquelle je vivais. L'hôtel Grand Méridien était tout ce que je n'étais pas. C'était un monde de chrome poli et d'opulence silencieuse, le genre d'endroit où l'air lui-même semblait trop pur. J'ai conduit ma camionnette de travail cabossée dans la zone de service, ma boîte à outils cliquetant sur le siège passager, un contraste frappant avec les voitures de luxe soigneusement garées sur le parking. L'appel concernait une unité de climatisation défectueuse dans une suite pentouse, un travail rapide, me suis-je dit. J'en aurais pour 1 heure, tout au plus. Puis je l'ai vue. La scène m'a frappé avec la force d'un coup physique. Elle est sortie d'une BMW argentée et élégante, une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, son rire résonnant dans l'air stérile du parking. Ce n'était pas le son du petit rire habituel de ma femme. C'était un rire libre, sans contrainte, que je n'avais pas entendu depuis des années. Elle portait une robe que je ne reconnaissais pas, ajustée, d'un vert émeraude profond qui scintillait dans la lumière de l'après-midi. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage impeccable. Elle n'était pas habillée pour une course. Elle était habillée pour un rendez-vous. À côté d'elle, un homme se tenait,
grand et confiant dans un costume sur mesure. Sa main était posée au creux de ses reins, ses doigts y reposant avec une familiarité qui me noua l'estomac. Ils se dirigèrent vers l'entrée principale de l'hôtel, leur corps proche, sa main entrelacée dans la sienne. Mon esprit, dans une tentative désespérée de me protéger, a essayé de rationaliser. Un collègue de travail? Un ami? Peut-être son cousin, celui de Chicago que je n'avais jamais rencontré? Mais la façon dont elle le regardait, l'intimité facile de leurs mouvements, ce n'était pas de l'amitié. C'était un monde secret dont je ne faisais pas partie, le monde d'une femme infidèle et de son amant. Je suis resté là, figé, ma boîte à outils me paraissant soudain incroyablement lourde, un poids mort dans ma main. Mon souffle s'est coupé. Je voulais entrer en trombe, crier son nom, briser cette petite scène parfaite. Je voulais la traîner dehors par le bras et l'exposer pour ce qu'elle était, juste là, devant lui. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Une partie de moi, la partie rationnelle enfouie sous une vague de rage chaude et viscérale, m'a arrêté. Je me suis retourné et je suis remonté dans ma camionnette. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. La réparation était oubliée. J'ai appelé la réception, ma voix un monotone creux, et j'ai menti en invoquant une urgence familiale. Assis dans ce parking, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, la douleur de la trahison a été rapidement éclipsée par quelque chose de bien plus froid. J'ai pensé à la maison que j'avais construite, à l'argent que j'avais économisé, à la vie dans laquelle j'avais versé ma sueur et mon sang. J'ai pensé à tous les mensonges, aux réponses vagues, aux téléphones secrets. Tout s'est mis en place, une mosaïque horrifiante de tromperies. Et puis, la lucidité est venue. Si je la confrontais, elle mentirait. Elle me manipulerait, me ferait croire que je suis fou, que j'imaginais des choses. Elle ferait en sorte que ce soit de ma faute. Et à la fin, elle prendrait la moitié de tout ce que j'avais construit. L'idée qu'elle parte avec l'argent que j'avais durement gagné, ma maison, ma tranquillité d'esprit, c'était une douleur encore plus profonde que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait un choix. Je ne dirai pas un mot, pas encore. Je rentrerai à la maison et j'agirai normalement. Je jouerai le mari aimant et ignorant. Et pendant qu'elle vivait sa double vie, je rassemblerai discrètement, méticuleusement, chaque élément de preuve. Je construirai un dossier si solide, si accablant, qu'elle n'aurait aucune chance. Le moment venu, je ne me contenterai pas de la quitter. Je la détruirai si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. J'ai conduit jusqu'à la maison, la main ferme sur le volant, mon esprit déjà un champ de bataille stratégique. 2 heures plus tard, quand elle a franchi la porte, son maquillage légèrement bavé, un faux sourire sur le visage, elle a prétendu avoir déjeuné chez une amie. Je l'ai accueillie dans la cuisine, lui ai rendu son sourire et j'ai dit, le dîner sent bon, chérie. Je me suis penché et j'ai embrassé sa joue, un baiser fantôme qui était une promesse de guerre. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle avait trahi était sur le point de devenir son pire cauchemar. Le lendemain matin du jour où mon monde s'est effondré sur ce parking, j'étais un fantôme dans ma propre vie. J'ai fait du café, mes mouvements étant le rituel bien rodé d'un homme que j'étais autrefois. J'ai embrassé Madison pour lui dire au revoir. Ses lèvres étaient douces, inconscientes. Elle m'a offert un petit sourire à moitié endormi alors que je sortais, le même sourire qu'elle m'avait offert pendant 4 ans. L'homme qui sortait par cette porte était une imitation parfaite d'Ethan Clarke. L'homme à l'intérieur était parti, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus concentré. Pendant ma pause déjeuner, je me suis rendu dans un quartier de la ville où je n'allais jamais, une petite rue miteuse bordée de prêteurs sur gages et de magasins d'alcool. J'ai monté un escalier grinçant jusqu'à un petit bureau au-dessus d'une vitrine, l'air épais d'une odeur de vieux papier et de poussière. Je rencontrai Ryan Carter, un détective privé que mon ami m'avait recommandé. Le bureau de Ryan était dépouillé, son visage portait les marques d'une expérience chèrement acquise. C'était un ancien flic, et ses yeux avaient ce regard fatigué et averti de quelqu'un qui a tout vu. Je lui ai tout exposé, chaque détail déchirant, ma voix plate et sans émotion. Il a écouté, son stylo grattant sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, je lui ai posé la seule question qui comptait. De combien de preuves ai-je besoin? Ryan s'est adossé à sa chaise. Assez pour que son avocat n'ait aucune chance, a-t-il répondu, sa voix aussi sèche que l'air de la pièce. Photos, vidéos, reçus, horodatage. Nous documentons tout. Je vais mettre un traceur GPS sur sa voiture.
Elle est à votre nom, donc c'est légal. Je mettrai en place des programmes de surveillance. Selon la fréquence à laquelle elle rencontre ce type, je peux vous fournir un dossier en béton en 2 à 4 semaines. L'acompte était élevé, 3500 $ d'avance. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille, l'argent que j'avais mis de côté pour une nouvelle chaudière. Cela semblait un petit prix à payer pour la vérité. Ryan s'est mis au travail immédiatement. 3 jours plus tard, il a appelé. Il avait son schéma. Elle rencontrait son amant, un promoteur immobilier nommé Jackson Taylor, 2 fois par semaine au Grand Méridien. Parfois, il déjeunait dans des restaurants chics que je ne pouvais pas me permettre, même lors de mes meilleurs jours. De retour à la maison, la comédie a commencé. La guerre silencieuse. J'ai joué le rôle du mari dévoué à la perfection. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je complimentais ses nouvelles tenues. Elle parlait de son cours de yoga, de ses cafés avec des amis. Chaque mensonge qu'elle racontait, chaque faux sourire, chaque « je t'aime » était un nouveau clou dans le cercueil de notre mariage. Le plus dur n'était pas la colère. C'était la solitude. Je ne pouvais le dire à personne. Je ne pouvais pas me confier à un ami ou crier ma rage à un frère. Je devais être fort, fonctionnel et confiant. La nuit, allongé dans le lit à côté d'elle, je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison, un étranger dans ma propre peau. 3 semaines plus tard, Ryan a livré la marchandise. Les preuves étaient dans un dossier, un épais paquet de vérités froides et dures. Des photos de Madison et Jackson entrant dans des chambres d'hôtel, leurs mains entrelacées. Des horodatages montrant qu'elle y restait des heures. Une vidéo floue d'eux s'embrassant dans sa voiture, leurs têtes proches, leur corps formant une seule silhouette intime, et une pile de reçus de sa carte de crédit. Les hôtels, les dîners, même un achat pour un collier en diamant que je l'avais vu porter la semaine dernière. Les preuves n'étaient pas seulement une confirmation de sa trahison. C'était la carte de ma stupidité. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de profonde tristesse. Le soulagement de connaître la vérité mêlée au chagrin d'une vie construite sur un mensonge. Avec les preuves en main, j'ai pris un autre rendez-vous. Mon prochain arrêt était un cabinet d'avocats, un immeuble de grande hauteur impeccable qui sentait le succès. Claire Watson, ma nouvelle avocate en divorce, était une force de la nature. Elle avait la cinquantaine, était habillée avec élégance, et avait le genre Dieu qui ne manquait rien. J'ai exposé le cas. Les photos, les vidéos, le fait que Madison n'avait pas travaillé un seul jour en 4 ans. Claire a écouté, son expression illisible. C'est un cas d'école, a-t-elle déclaré, sa voix nette et précise. Adultère, dépendance financière, preuve documentée. Dans cet état, nous pouvons utiliser cela pour obtenir un accord favorable. Elle n'obtiendra pas de pension alimentaire. Vous garderez la maison, votre entreprise. Vos économies. Nous déposerons une demande de divorce sans faute pour que ce soit propre, mais nous utiliserons ces preuves pour la presser de signer rapidement. Je l'ai regardé, ma voix un murmure creux. Quand? Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Quand vous serez prêt. Nous allons rédiger les papiers. Vous me direz quand lui signifier l'assignation. Je recommanderais de le faire lorsque vous êtes présent. Cela vous donne le contrôle de la situation. Nous avons fixé une date dans 2 semaines. Assez de temps pour finaliser la paperasse, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de détails en suspens. Assez de temps pour que je mette mes affaires en ordre. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec l'odeur de mon plat préféré, les lasagnes. Madison était dans la cuisine, fredonnant à la radio, complètement inconsciente. Je savais que c'était la dernière fois que je ferais semblant. Bientôt, son mensonge parfait volerait en éclats, et je serais là pour en observer chaque seconde. Dans 48 heures, le mensonge parfait de Madison volerait en éclats, et je serais là pour en observer chaque seconde. C'était un mardi soir, un choix délibéré. Je savais que Madison n'aurait pas rencontré Jackson un mardi. Elle aimait confiner ses rendez-vous secrets à mes jours de travail les plus chargés, généralement les mercredis et vendredis. Elle serait à la maison, complaisante, installée, totalement sans méfiance. À 18h30 précise, j'ai franchi la porte. J'étais calme, d'un calme surnaturel, comme un lac de glace sur un feu. J'avais répété ce moment une centaine de fois dans ma tête, modifiant mes répliques, peaufinant mon sang-froid.
Madison était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux tout de suite. « Salut, chérie, comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle marmonné, sa voix paresseuse et familière. « Longue » ai-je répondu, posant mes clés sur le comptoir avec un léger cliquetis. Mais productive. Je ne me suis pas assis à côté d'elle. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le fauteuil de l'autre côté de la pièce, créant une distance, faisant de ma présence une intrusion. Elle m'a alors jeté un coup d'œil, remarquant le manque de chaleur, mais l'a ignoré, retournant à son écran. J'ai pris la télécommande et j'ai zappé, tombant sur un documentaire animalier. À l'écran, une lionne traquait un zèbre solitaire, ses mouvements lents, méthodiques, inévitables. L'ironie m'a fait sourire intérieurement. J'ai attendu. À 19h précise, on a sonné à la porte. Madison a froncé les sourcils, détournant complètement son attention de son téléphone. On attend quelqu'un. J'ai gardé mon regard fixé sur la télévision, observant le prédateur réduire la distance. Pas nous, ai-je dit doucement, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Toi. Elle s'est levée, agacée par l'interruption, et s'est dirigée vers la porte. Quand elle l'a ouverte, un jeune homme en costume bon marché se tenait là, tenant une épaisse enveloppe en papier craft. « Madison Hall » a-t-il demandé, son ton plat et professionnel. « Oui » a-t-elle répondu, sa voix empreinte de confusion. « On vous remet une assignation. » Il lui a tendu l'enveloppe, a fait un signe de tête superficiel, et s'est retiré rapidement, se fondant dans le crépuscule. Madison a baissé les yeux sur l'enveloppe, son visage se vidant de toute couleur. Son sang-froid a commencé à se fissurer immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait maladroitement le fermoir. Je la regardais depuis le fauteuil, complètement immobile. Le silence de la pièce n'était ponctué que par la voix du narrateur du documentaire décrivant le coup final et mortel de la lionne. Elle a sorti les documents. Ses yeux ont parcouru la première page. Divorce en lettres grasses. Puis, différends irréconciliables. Puis son regard est tombé au dos, où Claire, mon avocate, avait habilement agrafé quelques photos de preuves bien choisies. La couleur a quitté son visage, la laissant pâle et vide. Puis le sang est revenu en une vague violente, rendant ses joues cramoisies. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était un murmure fragile, le dernier souffle de son déni parfait. Je me suis enfin penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Je sais pour Jackson. Je sais pour le Grand Méridien. Je sais pour chaque déjeuner, chaque mensonge, chaque fois que tu es rentré sentant le parfum de quelqu'un d'autre, en prétendant que tu étais au yoga. Sa bouche s'est ouverte et fermée, incapable de former une défense cohérente. Elle a regardé les photos. Elle et Jackson, indéniable, net, clair comme le jour, entrant dans l'hôtel, s'embrassant passionnément sur le parking. Ethan, ce n'est pas. Ne. Je l'ai coupé, ma voix froide et stable, dépourvue de toute trace de la rage qu'elle attendait. Ne m'insulte pas avec plus de mensonges. Tu as épuisé ta dernière chance de dire la vérité il y a des semaines. Elle a laissé tomber l'enveloppe, les papiers s'éparpillant sur le parquet, et s'est effondrée instantanément. Elle est tombée à genoux, les larmes coulant déjà, la performance s'intensifiant. Ethan, s'il te plaît, c'était une erreur. Je me sentais seul. Tu travailles tout le temps. Je ne voulais pas que ça arrive. Elle a commencé à supplier. Je me suis levé d'un bond, reculant devant sa main tendue frénétiquement. Tu ne voulais pas coucher avec un autre homme dans un hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois? Tu ne voulais pas utiliser mon argent? L'argent que j'ai gagné en réparant des chaudières et des toilettes. Pour acheter de nouvelles robes pour l'impressionner? Tu ne voulais pas me mentir en face tous les jours? Elle sanglotait hystériquement maintenant, se tenant la tête. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais y mettre fin. Je ne le reverrai plus jamais. On peut aller en thérapie. S'il te plaît, Ethan, je t'aime. Tu m'aimes, ai-je répété, un rire sec et rauque s'échappant de ma gorge. Tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. Sais-tu ce que je faisais pendant que tu étais dehors à faire semblant d'être célibataire? Je travaillais. J'économisais. J'ai construit cette vie. J'ai fait un geste autour de la maison, ma maison.
Et tu l'as jeté pour un type avec de beaux costumes et une belle voiture. Je suis désolé, a-t-elle étouffé, sa voix se brisant. Je suis tellement désolé. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au dossier privé que Ryan m'avait donné et j'ai tenu l'écran vers elle. Une vidéo s'est lancée. Un court clip silencieux d'elle et Jackson riant, sa tête reposant sur son épaule. C'est à ça que ressemble désolé ou pour toi? Parce que pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui était certain de ne jamais se faire prendre. Madison s'est finalement effondrée, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots impuissants. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, ai-je dit sèchement, passant devant elle pour aller au comptoir. Je veux que tu signes les papiers. Mon avocate te contactera avec les détails. Tu n'auras pas de pension alimentaire. Tu n'auras pas la maison. Tu n'auras rien, sauf la chance de partir discrètement. Son visage s'est relevé, mouillé de larmes, la peur remplaçant la culpabilité. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en attrapant ma veste. Peut-être que Jackson t'accueillera. Ou peut-être que tu te débrouilleras comme je l'ai fait, en travaillant. J'ai pris mes clés. Je reste chez un ami ce soir. Je veux que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, rien d'autre. Si tu prends un centime ou un bien qui m'appartient, je porterai plainte pour vol, et j'ai les reçus pour tout ce qui se trouve dans cette maison. Ethan, s'il te plaît. Je me suis retourné une dernière fois, mes yeux rencontrant les siens, vides de toute connexion, de tout regret. C'est fini, Madison. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis sorti, le son de la porte d'entrée se refermant coupant ses sanglots. Je suis monté dans ma camionnette et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'encadrement de la porte vivement éclairée, une petite silhouette brisée contre le royaume qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis des semaines, la tension a quitté ma poitrine, et j'ai senti que je pouvais enfin respirer. Elle était sortie de ma vie, mais l'homme qui l'avait aidé à me trahir, Jackson Taylor, se promenait toujours comme s'il n'avait rien fait de mal. Cela allait changer. 2 semaines après que Madison a quitté la maison, le divorce était en grande partie réglé. La maison était à moi. L'entreprise était en sécurité. Mon avocate, Claire, avait utilisé les preuves comme un scalpel, ne laissant à Madison que ses quelques cartons de vêtements et la honte humiliante de la défaite. La paperasse était signée, la menace de révéler son infidélité au tribunal et à sa famille étant un levier plus que suffisant pour l'empêcher de contester l'accord. J'aurais dû ressentir la paix, mais le vide silencieux de la maison ne suffisait pas. Une brûlure froide et familière persistait dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de Jackson Taylor, l'homme qui était entré dans ma vie comme une boule de démolition, qui avait profité des fruits de mon travail et de ma confiance, et qui était maintenant de retour dans son bureau impeccable, conduisant sa BMW argentée, concluant des affaires. Et vivant sa vie de luxe comme si de rien n'était. Il n'avait pas perdu un centime. Il n'avait pas ressenti une once de peur ou de regret. C'était un déséquilibre que je ne pouvais pas tolérer. Je ne voulais pas son argent. Je ne voulais pas qu'il soit arrêté. Je voulais juste qu'il sache, physiquement et irrévocablement, que certaines actions entraînent des conséquences que les avocats et le papier ne peuvent effacer. Je ne suis pas un homme violent. J'ai construit ma vie avec des clés à molette, pas avec mes poings. Mais je connaissais aussi quelques gars de l'époque où je balançais un marteau sur les chantiers de construction, des gars qui opéraient en dehors du monde légal et propre que j'avais bâti. J'ai appelé Owen, un ancien marine qui était maintenant videur dans un club du centre-ville, et Dylan, un mécanicien silencieux avec une longue mémoire pour les rancunes et un solide code de loyauté. Je les ai rencontrés dans un bar malfamé près de l'autoroute. Je n'ai pas joué la victime. J'ai simplement exposé les faits autour d'une bière bon marché. Ce type a couché avec ma femme pendant des mois, l'a aidé à me mentir. Il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je veux qu'il comprenne qu'il y en a. Owen et Dylan ont échangé un regard entendu. Owen a parlé le premier, sa voix graveleuse. On ne tue personne, Ethan. Je ne le veux pas mort, ai-je confirmé. Je veux juste qu'il se souvienne de cette semaine pour le reste de sa vie. Ils ont fait leur devoir. Jackson avait une routine de fitness prétentieuse, une marche rapide nocturne dans son quartier aisé 2 fois par semaine, généralement vers 22 heures,
probablement pour compenser le scotch qu'il buvait. 3 nuits plus tard, nous attendions. Nous étions garés à 3 pâtés de maison, surveillant le signal GPS sur le téléphone de Dylan, qui suivait l'itinéraire. Jackson est apparu à l'heure, sa posture arrogante même à distance, des AirPods dans les oreilles, enfermé dans sa propre bulle d'autosuffisance. Il a pris un raccourci par une ruelle étroite et mal éclairée entre un pressing et une supérette fermée, un geste stupide pour un homme de son statut social. Quand il fut à mi-chemin, Owen, Dylan et moi sommes sortis de l'ombre, lui barrant le chemin. Jackson s'est arrêté, retirant un AirPod, l'irritation brillant dans ses yeux. « Je peux vous aider ?» Je me suis avancé, les mains profondément enfoncées dans mes poches. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable. « Jackson Taylor ?» Son expression a changé. La confusion, puis une lueur de reconnaissance écœurante. « Je vous connais ? » Pas encore, ai-je dit. Mais vous connaissez ma femme, Madison Hall. La couleur a quitté son visage instantanément. L'arrogance a disparu, remplacée par une peur primale. Il a fait un pas en arrière, nerveux, ses yeux cherchant l'entrée de la ruelle. « Écoutez, mec, je ne veux pas de problème. » Moi non plus, ai-je répondu, ma voix dangereusement douce. Mais vous m'en avez donné quand même. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide, brutal et totalement silencieux, à l'exception du grognement d'effort et du bruit sourd de l'os contre la chair. Owen a bougé le premier, un coup de poing sec et puissant qui a atterri en plein dans le ventre de Jackson, lui coupant le souffle et le pliant en deux. Dylan a suivi, un coup de pied vicieux dans les côtes qui a fait tomber Jackson à genoux. Il a essayé de se recroqueviller, se protégeant la tête, mais il faisait face à 3 hommes qui savaient comment utiliser leur poids. Nous n'avons pas utilisé d'armes, pas de batte, pas de couteau, juste des poings, des bottes, et le genre de violence calculée qui laisse des marques, mais s'arrête avant les dommages permanents. Ils se sont concentrés sur ses côtes, ses bras, ses jambes. Ils n'ont rien cassé, mais ils se sont assurés que tout serait extrêmement douloureux pour le mois à venir. Je suis resté en retrait, les bras croisés, regardant mes 2 associés administrer la justice que le système légal ne pouvait pas offrir. J'ai regardé Jackson halter et gémir sur le pavé sale, saignant de la lèvre fendue, ses yeux écarquillés de terreur. Quand Owen et Dylan se sont reculés, je me suis accroupi à côté de Jackson, qui se tenait les côtes, goûtant son propre sang. « Tu pensais que tu pouvais simplement entrer dans la vie d'un autre homme et prendre ce qui n'était pas à toi ?» ai-je murmuré, m'assurant que ce message soit la dernière chose qu'il entende. « Tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences, seulement des petites escapades amusantes au Grand Méridien. Maintenant tu sais. » Jackson a essayé de parler, mais seul un sifflement s'est échappé. « Reste loin de Madison », ai-je continué. « Reste loin des femmes mariées. Et si tu penses même à appeler les flics, souviens-toi, j'ai des photos de toi couchant avec ma femme, et des vidéos aussi. Je m'assurerai que tous ceux avec qui tu travailles, tout le monde dans ton précieux cercle social. Tout le monde dans ta famille les voit. Je ruinerai ta carrière et ta réputation plus vite que tu ne peux conclure une affaire. Compris ? » Il a hoché la tête faiblement, les yeux pleins de larmes. Je me suis levé, j'ai fait un signe à Owen et Dylan, et nous sommes sortis de la ruelle. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que j'avais franchi une ligne, une frontière morale définitive. Mais, en rentrant chez moi en voiture, une satisfaction sombre et lourde s'est installée en moi. La justice, pensais-je, a parfois besoin d'un coup de pouce. La tempête était passée. Maintenant, je devais découvrir quel genre d'homme j'étais devenu. 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis que je m'étais tenu dans cette ruelle, regardant Jackson Taylor apprendre le prix de son sentiment de tout dû. 6 mois depuis que j'avais tourné le dos à l'homme brisé et aux promesses rompues, avec la satisfaction tranquille d'une dette remboursée. Le divorce a été finalisé il y a 3 mois. La paperasse, propre et définitive, confirmait que la maison, l'entreprise, et chaque dollar que j'avais gagné étaient sans équivoque à moi. Claire avait fait son travail à la perfection. La menace de révéler l'infidélité de Madison au tribunal et à sa famille était un levier plus que suffisant. Elle a signé sans un murmure, emportant les vêtements avec lesquels elle était venue et le goût amer de la défaite. Mon entreprise, ironiquement, était florissante. C'était comme si l'univers récompensait mon honnêteté, équilibrant enfin la balance. La concentration froide et méticuleuse que j'avais investie dans la planification de la chute de Madison, je l'ai maintenant redirigée vers mon travail.
J'étais plus fiable, plus concentré, et les entrepreneurs l'ont remarqué, m'envoyant des contrats réguliers et bien payés. La tempête était passée, et mes fondations, celles que Madison avait essayé de démolir, étaient plus solides que jamais. La vie de Madison, pendant ce temps, s'était délitée à une vitesse prévisible. J'ai entendu des choses par des connaissances communes, le genre de ragot qui filtre quand quelqu'un tombe de haut. La liaison avec Jackson s'est terminée au moment où il est sorti en rampant de cette ruelle, battu et terrifié. Il n'avait pas voulu une maîtresse. Il voulait juste du sexe facile et sans conséquences. Quand les conséquences se sont présentées sous la forme de 3 hommes en colère, il a disparu. Madison avait déménagé de l'autre côté de la ville, s'installant dans un appartement d'une chambre exiguë et bruyant, avec des murs fins et le sentiment perpétuellement vide de l'échec. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de chaîne bon marché. Je l'imaginais debout pendant 10 heures, gérant des pourboires médiocres et des clients impolis, un contraste frappant avec le yoga tranquille et les déjeuners coûteux dont elle profitait autrefois à mes frais. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois, des textos demandant à parler, des emails implorant de tourner la page. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Il n'y avait plus rien à dire. Sa manière de tourner la page, c'était la vie qu'elle menait maintenant. J'ai croisé Jackson une fois, un accident inévitable dans une station-service un vendredi soir. Il portait un manteau cher, mais il portait son corps différemment maintenant. Il marchait avec une légère boiterie, presque imperceptible, un fantôme de la douleur qu'Owen avait infligée. Il payait pour de l'essence super quand il m'a vu près de la pompe. Nos regards se sont croisés pendant peut-être une demi-seconde, et la couleur a instantanément quitté son visage. Sa bouche s'est asséchée, et ses yeux se sont écarquillés d'une peur nue et paralysante. Il a remis sa carte dans son portefeuille, a abandonné la pompe et est parti rapidement. Il vivait avec, comme je lui avais dit. Il s'en souvenait. Quant à moi, l'homme qui est sorti de cette guerre silencieuse n'était pas le même homme naïf qui croyait en une vie parfaite. Je suis plus sur mes gardes maintenant, plus prudent avec ma confiance. Peut-être suis-je cynique, mais je préfère appeler cela de la sagesse acquise dans le caniveau. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau il y a quelques mois. Olivia. Elle travaille à la caisse de l'épicerie locale près de mon atelier. Elle est gentille, terre à accent grave-terre, et elle travaille aussi de longues heures. Elle apprécie l'honnêteté et une vie confortable et prévisible. Nous y allons doucement. Elle connaît les bases, que mon ex-femme m'a trompé et que ça s'est mal terminé. Mais je garde les détails les plus sombres du règlement de compte sous clé. Cette partie de ma vie, celle qui implique la ruelle et la rage froide et concentrée, n'appartient qu'à moi. Parfois, la nuit, quand je suis seul dans cette maison, ma maison, construite de mes mains, je m'assois en silence et je pense à tout. Je ne regrette pas mes choix, ni la surveillance, ni le divorce, ni même la nuit dans cette ruelle. J'ai protégé ce qui était à moi, et je me suis assuré que les personnes qui ont essayé de me le prendre en paient le prix personnellement. Peut-être que pour certains, cela fait de moi un méchant, mais je dors sur mes 2 oreilles. Parce qu'à la fin, justice a été rendue, non pas par un système qui récompense la tromperie, mais par un homme qui s'est enfin défendu. Et maintenant, enfin, je suis libre. Et nous voilà arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.